Bienvenue à la page Mon histoire réelle. Takam était un jeune homme, Bamileke. Il est né dans les collines ondoyantes de l'ouest du Cameroun. La terre riche et rouge de son village était la marque de son identité culturelle. Dès son jeune âge, son intelligence était un feu ardent et lumineux. C'était évident pour tous ceux qui le rencontraient que Takam allait réussir. Sa famille n'était pas riche. Ils économisaient chaque franc qu'ils pouvaient. Tout cela pour l'éducation de Takam et de sa petite sœur. Il avait toujours terminé en tête de sa classe. Son nom était un chant de fierté sur les lèvres de ses parents. Il observait le monde avec une intensité qui mettait les autres mal à l'aise. Il voyait comment le respect était accordé à ceux qui avaient de l'argent. Et pour Takam, être riche était le moyen de sortir sa famille de la misère de son village. Le jour où il est parti pour Yaoundé fut une célébration. Sa mère avait pleuré des larmes silencieuses. Il était proche de sa mère qui était une femme forte, douce et aimante. Takam lui-même ressentait peu de nostalgie. Il ne ressentait que l'attrait de l'avenir. Il allait conquérir. Durant ce voyage pour la capitale, qui fut le voyage le plus long de sa vie, il s'imaginait dans un bureau au-dessus d'un gratte-ciel. Yaoundé, la ville aux 7 collines, était une jungle de béton. Tout dans cet endroit était comme il l'avait imaginé dans ses rêves. Les immeubles, les voitures, les restaurants et une foule qui marchait toujours vite. Takam vivait son rêve. Takam, avec ses simples vêtements de village et ses chaussures usées, se sentait invisible. Son regard visant les beaux costumes à travers la vitrine d'un magasin à l'avenue Kennedy, il jura qu'un jour, cette ville connaîtrait son nom. « Tout ceci sera à moi », dit-il. Grâce aux bénéfices de la vente des produits de la terre, les parents de Takam avaient tout fait et il fut inscrit dans une prestigieuse école de finance. Ses camarades de classe étaient les fils et filles issus des familles de l'élite. Takam n'avait que son esprit vif et une faim désespérée de réussir. Il étudiait sans relâche. Il voyait son diplôme non pas comme un certificat d'études, mais comme une arme. Déjà à l'université. Il a commencé à lire des livres et à pratiquer l'art des petites trahisons. Il voyait la gentillesse comme une faiblesse, sauf si elle lui permettait d'obtenir quelque chose en retour. Il parlait jamais de sa famille et revenait rarement au village pour aider ses parents. Takam se distinguait par une éloquence, propreté et une noblesse qui lui donnait des airs d'enfant de bourgeois. Il entendait des histoires d'hommes qui avaient acquis une immense richesse du jour au lendemain. Elles parlaient au vide sombre qui grandissait en lui. Il se voyait dans ces histoires et se disait prêt à tout pour y arriver. Son diplôme était une clé d'or. L'ayant obtenu avec une mention spéciale, il accepte un poste dans une prestigieuse banque d'investissement dont le propriétaire était un ressortissant du village voisin. Ce homme qui avait investi dans l'élevage dans ses débuts avait créé en l'espace d'une décennie un empire financier qui avait des représentations dans 90 pays. Pourtant très jeune, cet homme avait fait ses études avec le père de Takam dans l'école de son village. Ce monsieur était l'idole de Takam. Il avait eu la chance de le rencontrer durant les vacances lors d'une cérémonie culturelle dans son village. Takam lui avait fait très bonne impression durant le stage académique qu'il lui avait proposé à la direction générale de sa banque. Débutant dans l'entreprise, il appliquait les mêmes tactiques impitoyables qu'il avait perfectionnées à l'école. Mesquin, rusé et intrépide, il devint Takam, l'étoile montante du monde bancaire. Tout dossier sur lequel il travaillait rapportait beaucoup d'argent à l'entreprise. Bien que excellent dans son travail, il gagnait déjà bien sa vie, mais n'était pas encore invité aux réunions spéciales qui avaient lieu chaque mois dans la grande résidence du directeur fondateur située à Bastos. Son salaire lui permit de quitter sa chambre exiguë pour un appartement de luxe avec vue sur toute la ville. Le succès était un pays solitaire. Se marier et fonder une famille, non. D'abord sa carrière. Il était entouré de gens, mais il était profondément seul. Le frisson de la victoire était éphémère, toujours remplacé par le besoin de la prochaine conquête. Dans les salons dorés de l'entreprise, il commença à entendre les murmures plus clairement. Il était clair que l'adhésion à une société secrète au sein de l'entreprise était la clé ultime de l'influence dans la ville. « Tu veux un vrai pouvoir, n'est-ce pas ?» lui demanda le directeur, un monsieur au gabarit imposant, le regard tranchant comme une lame. Le cœur de Takam battait la chamade, mais son visage restait un masque de calme et de sang-froid. « Je suis prêt à apprendre un ensemble de règles différentes. » Takam était entré dans le bureau du directeur avec un but et venait d'être invité à la réunion mensuelle. En entrant dans sa voiture, il trouva un mot sur le siège côté chauffeur.
Il y a un rassemblement demain soir. Venez seul. Habillez-vous en boubou de couleur noire et ne prenez pas de bain sec jusqu'à demain. Soyez à l'heure car le retard n'est pas permis. C'était le point de non-retour. La nuit fut longue. Le chemin pour la réunion lui parut interminable. Pour la première fois dans sa vie, il allait être de ceux-là qui décident. Ici, ils n'étaient ni ministres ni PDG. Ils étaient frères au sein d'un ordre silencieux et puissant. Mais des visages familiers, il reconnut plus collègues, directeur d'une filiale. Assis au centre d'une grande salle sombre, il était le nouveau venu à qui on expliqua les conditions et les règles de la confrérie. La première étape est de vous défaire de votre passé. Votre loyauté doit être singulière, envers nous. Durant un rituel initiatique qui lui parut très rapide, il reconnut un collègue directeur des ressources humaines qui apporta une dague médiévale et un contrat écrit en rouge. Après avoir prêté serment d'allégeance, secret et obéissance. Le directeur lui coupa d'un geste brusque le pouce avec la dague, et une goutte fut instantanément absorbée par le vieux papier. Une tache permanente, une signature écrite en chair et en sang. Les vraies conditions sont pratiques. Ce sont les règles de notre jeu, lui dit le grand maître, directeur fondateur, qui était assis sur une sorte de trône avec l'effigie d'une divinité ancienne accrochée au mur. Dans ce lieu, Takam reconnut aussi les hauts dignitaires de son village, quelques ministres et directeurs généraux, des gens avec qui il n'aurait jamais rêvé être quand il était dans son petit village de Bamenju. À la demande du grand maître, il plongea la main dans une calebasse et ramena un papier où étaient écrites les 5 premières conditions à remplir. Mais on lui précisa que la condition ultime était révélée que lorsque vous avez atteint l'apogée de votre pouvoir. C'est non négociable. L'influence de la société sur la vie de Takam fut immédiate et saisissante. Il exécuta les tâches avec une précision froide. Jusqu'à là, il avait respecté toutes les règles qu'on lui avait imposées. En 2 ans, il avait perdu son père et sa petite sœur, qui fut enterrée dans la résidence du village où vivaient désormais sa maman et 3 servantes. Très riches et puissants, ces fêtes étaient légendaires. Ils invitaient des grands artistes de l'étranger. C'étaient des démonstrations de pouvoir. Takam était connu comme un généreux donateur au sein de sa communauté. Il offrait toujours plusieurs bœufs à la population lors des cérémonies funéraires de son village. Plus il acquérait, plus il devait offrir pour ressentir quoi que ce soit. Il commença à croire à son propre mythe. Il était si puissant qu'il avait construit un stade, une école et une église à la communauté. Il avait réalisé son rêve. Les gens le respectaient. Pas marié et sans enfant, autour de lui commença à naître des soupçons, car beaucoup de monde autour de lui perdait la vie. La seule fiancée qui avait duré auprès de lui était Sophie, une jeune belle femme pieuse, qui passait beaucoup de temps dans la paroisse de son père qui était pasteur. Elle était la seule femme qui n'avait pas perdu la vie. Leur relation s'arrêta à l'initiative de Takam. Arrivé au bureau très tôt comme à l'accoutumée, il trouva sur son bureau une lettre dans une enveloppe rouge. Il savait, avec une certitude soudaine et glaçante, de quoi il s'agissait. La condition finale était simple, brutale, et visait le tout dernier vestige de son passé. Elle exigeait le sacrifice de sa mère. Une vague de nausée le submergea. Pour la première fois depuis des années, la logique froide du pouvoir avait heurté un mur d'horreur pure et primale. Takam avait franchi toutes les barrières, mais là pour la première fois, il commença à voir les esprits des personnes apparaître dans son salon. C'était cette période de l'année. Les jours précédant la pleine lune furent une lente et agonisante torture. Le dilemme était une guerre en lui, car malgré son côté très froid, sa mère était son bien le plus précieux. Mère, Takam, mon fils, c'est toi? Nous étions si inquiets. Tu nous as appelés avec insistance 6 fois ce matin. Takam, je suis désolée, je suis tellement désolée. J'ai voulu nous sortir de la misère. Pour la première fois depuis des années, Takam pleurait à chaudes larmes. Ayant dit toute la vérité à sa mère, il avait rompu le pacte. Il renonçait à son allégeance non pas par une grande déclaration, mais par un acte de refus silencieux et passif. La réponse de la société n'a pas été une attaque violente. Ce fut une éradication systématique. Takam ne dormait plus. Il voyait défiler les ombres des personnes qu'il avait sacrifiées. Toutes ses affaires tombaient une après l'autre. En 6 mois, les incendies avaient embrûlé 10 de ses entrepôts. Il avait tout perdu. Les banques avaient récupéré les meubles et ses dernières propriétés. C'était une marionnette dont les ficelles avaient été coupées. L'humiliation était un poids constant et écrasant.
Il n'était plus Takam, le riche donateur, adulé par son village et les villages voisins. Il était un spectre. Au plus profond de son désespoir, retranché dans son village, Takam trouva un refuge inattendu. La jeune Sophie qui avait fui son manoir le reconnut abrité sous un grand baobab après une pluie battante. Elle le recueillit chez elle pendant quelques mois et exigua que celui-ci devienne membre de son groupe de prière et de travailler dans le jardin de la paroisse du village. Il n'y allait pas chercher le salut. Il y allait chercher un abri car ses démons le hantaient. Il n'y avait qu'un silence profond et lourd qui semblait absorber sa honte et sa douleur sans jugement. Takam ne dormait pas, car les esprits qui l'avaient envoyé vers un autre monde ne reposaient pas en paix. Il savait que malgré les prières et les longues journées de jeûne, il était damné. Dieu et ses anges étaient très loin. Grâce à des mois de prière, Takam arrêta de voir ces esprits, mais il était un homme qui perdait parfois la tête. Pointé du doigt après la confession de ses crimes, seule Sophie était là pour lui, la seule qui avait combattu avec lui pour le tirer de ses chaînes. Un soir à table, Sophie lui dit « Ma foi m'enseigne à pardonner. La haine est une prison. Je n'y vivrai pas. Ce que tu avais fait était mal. Mais l'homme que je vois maintenant est une âme qui a besoin de grâce. Tu as voulu me sacrifier pour de la vaine gloire et richesse. Mais Dieu m'a gardé en vie pour que je sauve la tienne. » Elle lui a offert des choses simples et humaines. Il a commencé le processus lent et douloureux de reconstruction d'une vie, pas d'un royaume. Elle lui a pris le service en l'aidant à distribuer de la nourriture à d'autres qui étaient aussi brisés que lui. En cherchant le pouvoir et la fortune, il perdit tout ce qu'il avait de plus cher, car sa maman mourut de chagrin quelques mois après sa confession. Les gens racontent que l'esprit de sa sœur et de son père rôde dans son manoir abandonné. Sa fin n'a pas été une rédemption dramatique. Ce fut une transformation plus calme, plus profonde. Mais il passe ses journées à écrire des formules de mathématiques sur de bouts de carton, nettoyer la paroisse qu'il a fait construire pour le village. Mais dans la poussière de son humiliation, il a trouvé un petit morceau meurtri de son âme. Il n'est jamais devenu le grand homme qu'il rêvait d'être. Au lieu de cela, il est simplement redevenu un homme qui porte le poids d'un passé glorieux et éphémère. Quelques années après, Sophie devint l'épouse d'un jeune pasteur venu d'Angleterre. Elle eut la chance de voyager avec un groupe missionnaire. Cher auditeur, ne vous laissez pas embarquer dans des cercles sectaires professionnels pour de vaines gloires. Les gens vont applaudir tant que vous êtes au sommet, mais vous laisseront aussitôt tomber quand le vent soufflera sur d'autres toits.